refait le Mac, le podcast chaque semaine ou presque, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, c'est la 100e et tout de suite, c'est le sommaire. C'est la 100e, l'occasion pour la fine équipe d'On refait le Mac de vous faire partager son album de souvenirs pour revivre quelques moments forts de nos émissions, mais aussi vous faire découvrir des morceaux jusqu'alors jamais diffusés. Sourire garanti. Au sommaire également, retour sur l'actualité de la pomme, en marge des résultats financiers d'Apple, sans oublier notre concours pour remporter une housse de la nouvelle collection La Robe, offerte par Beezy en répondant à la question posée en fin d'émission. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec comme chroniqueur ce soir les historiques dont refait le Mac, à commencer par Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas refait le Mac que j'ai l'impression qu'il y a reconstitution de Ligue dissoute, tu vois, c'est le canal historique le vrai quoi. Bah oui, enfin vous vous êtes arrêté pour quelques jours de vacances. Voilà, c'est une façon avantageuse de dire qu'on n'a pas trouvé d'invité, mais en même temps c'est bien comme ça, moi ça me plaît. Connais-ni. Autre chroniqueur, autre historique dont refait le Mac, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Bon bah comme la vie est une jungle, moi je suis encore au bureau. J'espère que je n'ai pas arrivé trop tard chez Rodrigo ce soir. Bah oui, parce qu'après on se retrouve tous pour fêter ça et suivre le débat parce que nous enregistrons mercredi soir. Contrainte technique oblige. Dernier invité, on en parlait, dernier chroniqueur, c'est Rodrigo Sepulveda Schulz qui a fait la cuisine toute la journée. Bonjour Rodrigo, investisseur, podcaster et entrepreneur. Ça va bien Rodrigo? Comme dirait Claude MC, je le dis avec emphase, c'est la 100e. La 100e dont on refait le Mac. Bon, t'as pas trop manqué Rodrigo, ça va? Ça va pas mal. Ça va, bon, moi je t'ai vu dimanche. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis arrivé en vélo jusqu'à chez toi. Alors, si vous êtes... J'attends que tu viennes jusqu'à chez moi en vélo un jour. Donc en préambule d'On refait le Mac, avant de sourire tous ensemble et de se moquer de nous, parce qu'il y aura plein de morceaux qu'on n'a jamais diffusés, une note triste après le décès de Roland Moreno, qui est mort dimanche dernier, à l'âge de 66 ans. C'était un génial inventeur, le génial inventeur de la carte à puce. Il avait participé il y a quelques années à On refait le Mac, du temps où j'étais encore au magazine SV Mac. C'était Apple Expo, pardon, ça commence déjà à savonner. On va vous diffuser quelques petits extraits en hommage. C'était un grand fan d'Apple. Il nous parle notamment de ses premières impressions, de ses premiers souvenirs du Mac de 1984. Roland Moreno. Oui, alors je m'en souviens avec précision parce que je venais d'être récompensé par Apple sous forme d'un Lisa. Et le Lisa qui était le prédécesseur du Macintosh. C'était l'ancêtre du Macintosh, hein, la première application de l'interface graphique, les menus déroulants, la souris, c'est bien ça Roland? Tout y était. Tout y était et le Macintosh était quand même une révolution. Et pour ceux qui aujourd'hui trouvent tout à fait naturel l'interface graphique, les menus, la souris, c'était véritablement une révolution à l'époque. C'était une interface verte et des commandes clavier. C'est bien ça, Roland? Alors non, une interface noir et blanc, c'était ça la vraie révolution. Oui. C'était du texte noir sur un fond blanc, alors que l'informatique avait toujours été des caractères verts sur un fond noir. C'était bien sûr la souris. La fameuse souris à un bouton, hein, c'est bien ça. Et je le répète, le noir et blanc, c'est-à-dire le WYSIWYG, qui était une notion inconnue. Donc il faut se remettre dans le contexte à l'époque, un énorme pavé dans la mare avec le premier Macintosh. C'était en 84, nous sommes en 2007, près de 30 ans plus tard. Ce qui est beau et agréable à l'œil est resté. On se sent un peu trompé au début, mais c'était quand même bien vu. Mais ça avait l'avantage, je crois, Roland, de rassurer l'utilisateur et se dire qu'on avait un objet
pour travailler ou pour jouer comme l'iMac, mais qui rassurait, qui faisait pas peur. Ça, c'était une vraie qualité de l'iMac, je crois, Roland. Et surtout, il avait, et il a encore, une identité. Oui. On reconnaît un Apple, alors qu'un Windows, un PC, sont absolument indistinguables. Comment vous voyez l'avenir de l'informatique? Vous pensez vous aussi que l'informatique va fusionner dans notre quotidien, que dans tous les objets de la maison, on aura un petit peu de Macintosh, un petit peu de Windows, un petit peu d'iPod? Non, moi je serais plus partant pour l'ordinateur centralisé comme nous l'avons aujourd'hui, et avec, comme le disait Rafik, un peu de RFID dans chaque objet. Vous êtes un peu aussi quelque part le papa du RFID quelque part, non? Ben oui, le premier brevet sur la carte à puce était déjà RFID. Ben voilà, bouclé, c'est formidable. Ah bah tiens, un iPhone pour changer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette interface multipoint? Est-ce que c'est enfin une avancée en matière d'interface aussi importante qu'a été la souris en 1984? Oui, voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire. Je vous aide un peu. Désolé. C'est l'équivalent. L'équivalent de la souris en 84. Ouais. Est-ce que vous, en tant qu'inventeur, ça vous semble quelque chose de véritablement hyper compliqué à trouver, je vais y arriver, je cherche mon mot, un aboutissement d'années et d'années de recherche? Eh ben voilà, il faut le dire comme ça. C'est un aboutissement. C'est pas une trouvaille. Ouais. C'est la convergence de plusieurs trucs en même temps, dont ce fantastique écran tactile. Roland, vous qui êtes un vrai fan de Macintosh, vous y croyez prochainement un Macintosh avec une interface tactile? Non, parce qu'on ne pourra jamais, vraiment jamais, se passer du clavier. Même le clavier superbe de l'iPhone ne remplace pas, on ne peut pas taper du texte. Peut-être pas le clavier, Roland, mais au moins la souris. Souris, évident. Enfin, il y a déjà le pad, la surface qui la remplace un peu. Voilà, pour le Mac tactile, même si même Roland Moreno pense que ça n'arrivera pas, donc c'est plutôt mauvais signe. Cédric, qui était arrivé à plusieurs reprises de l'interviewer, c'était vraiment un personnage à part, assez excentrique, vraiment un professeur Nimbus, une sorte de professeur tournesol et totalement autodidacte. Oui, mais complètement. Et puis c'était quelqu'un d'attachant en fait. C'est-à-dire que quand on allait le voir dans ces bureaux de la rue Danton, là juste à côté de la place Saint-Michel, juste devant, quand la prochaine fois que vous allez place Saint-André-des-Arts, vous regardez l'immeuble de la rue Danton, quasiment tout était à lui parce qu'il y avait son appart et ses bureaux. Et il avait parfois des réponses étonnantes. Moi je lui posais une fois en interview, je lui disais mais vous avez combien de cartes SIM vous utilisez en fait de cartes à puce, entendu. Et il faisait le compte et je lui disais mais il en manque une, celle du mobile. Ah mais moi j'utilise pas de mobile. J'ai dit mais comment ça vous utilisez pas de mobile? Faites pas vraiment le marketing de ce que vous avez inventé. Il me dit non parce que tout ce qui a un intérêt dans la vie se trouve à 300 mètres de la rue Danton. Donc il n'avait pas besoin de mobile. Et il était resté très longtemps vraiment accroché, arc-bouté sur System 7. Ouais. macOS 10 c'était pas sa cam et il y avait des trucs géniaux sur un de ses Mac. Il avait fait une invention en mécano qui allait chercher la disquette quand la disquette était éjectée par le Mac et qui allait ouvrir le tiroir du bureau pour dropper la disquette à l'intérieur. Enfin c'était délicieux, mais c'est vrai qu'il a gagné pendant des années, quand on comptait en francs, il gagnait 1 million de francs par mois de royalties sur la carte à puce. Il a gagné au total environ 150 millions d'euros sur son invention jusqu'à ce que ça tombe dans le domaine public en 98. Donc ça lui laissait le temps d'inventer des trucs un peu farfelus, mais voilà. Et aujourd'hui encore, si vous utilisez un Pass Navigo ou si vous avez les cartes d'abonnement des Vélib, c'est encore une puce sans contact, mais pas forcément NFC et inventée par Roland Moreno. Voilà, il faut aller lire ses bouquins. Ouais. Je vais essayer de retrouver parce que vu qu'on s'était rencontrés pas mal de fois, j'avais la chance d'être sur une espèce de son petit Facebook à lui qui était pas Facebook, qui était une mailing list privée où il racontait sa vie, où il racontait ses trouvailles jour après jour. Et en fait, il était en train de finir le tome 2 de la théorie du bordel ambiant, son bouquin, et il y en a une version un peu open source qui est sur le web quelque part. Il faut que je retrouve le lien et je demanderai gentiment si on peut le publier, et si on peut le publier on essaiera de le mettre dans les liens de l'émission. C'est plutôt rare, messieurs, qu'un Français aura réussi comme ça à marquer autant de son empreinte l'industrie des nouvelles technologies, car la carte SIM, bien sûr, elle est arrivée dans nos cartes bancaires, mais si, tu le disais Cédric, si il n'y avait pas eu Roland Moreno, il n'y aurait pas eu de téléphone GSM tel qu'on les connaît aujourd'hui, d'iPhone et de NFC demain.
puisque c'est pas encore vraiment popularisé. C'est plutôt rare en France ce genre de personnage, messieurs. Et puis surtout, tu le disais, c'était un total autodidacte, c'était pas du tout un ingénieur. Monsieur X. Bah oui, c'est ça qui est le plus étonnant. Enfin, moi, c'est toujours ça qui m'a le plus étonné. Moi, je l'avais croisé aussi, puis j'ai lu ses bouquins, comme disait Cédric, quand j'étais jeune. Et voilà, moi, ce qui me fascinait, c'était surtout ça, qu'il était autodidacte. Ça me faisait penser un peu dans un autre domaine, à Méliès. Voilà, des gens qui ont des idées qui surgissent uniquement de leur imagination, ça fait rêver. On se demande si ça peut encore exister maintenant, mais j'en suis persuadé. Voilà, on attend le prochain Roland Moreno. La France a toujours été en pointe dans les télécoms. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais une énorme partie des technologies utilisées dans le monde depuis 30 ans sont des inventions françaises. J'en veux pour mémoire X25, qui a pendant des décennies fait transiter tous les flux bancaires dans le monde, c'est français à l'origine. ATM, qui est le réseau de transport qui fait tourner aujourd'hui votre ISP, c'est français. La DSL, c'est français. Donc en France, on est très bon. Alors peut-être qu'on est moins bon à mettre en avant les inventeurs géniaux qui développent tout ça et qu'on préfère recevoir Vinton Cerf avec les honneurs. Alors revenons à une actualité. Inventeur de TCP/IP. Enfin, Ouais. Revenons, messieurs, à une actualité plus heureuse, avec du moins pour Samsung, puisque selon l'Institut IDC, le constructeur coréen est devenu le numéro 1 mondial des constructeurs de téléphones mobiles pour le premier trimestre. Samsung a donc raflé la première place à Nokia avec 93,1 millions de mobiles vendus dans le monde, 82,7 pour Nokia. Cédric, ça va pas très fort pour les gens finlandais, on voit pas encore vraiment l'effet Windows Phone. Bah alors il manque un petit truc à ce que tu racontais sur IDC, c'est que surtout pas pour la première fois, je crois que ça a fluctué, Samsung devient en tout cas aussi numéro 1 du marché des smartphones, parce que c'est quand même... très bien, parlons autant pour moi, parce que c'est là que la bataille se situe. Oui, on voit pas encore vraiment l'effet Windows Phone chez Nokia. Moi j'ai tendance à croire que ça va venir, parce que tout ça va être évidemment boosté par la sortie de Windows 8, où là tout à coup Microsoft va réussir en premier l'unification de ses interfaces entre le PC, le laptop, la tablette et le téléphone. Et tout à coup, ça va faire sens pour plein de gens, d'utilisateurs comme toi et moi, et puis aussi pour les entreprises de se dire, bon, si on peut intégrer tout ça, le gérer en un seul point et avoir en plus une interface qui ne va pas dérouter les gens, où ils vont retrouver les mêmes choses dans les mêmes conditions, je pense que Microsoft le sait aussi d'ailleurs. C'est pour ça que pour l'instant, ils ne se plaignent pas forcément des chiffres de vente de Windows Phone. Alors tu disais, Cédric, l'événement aussi, c'est que ce serait non pas seulement, entre guillemets, le plus gros constructeur, le plus gros vendeur de téléphones mobiles, mais le plus gros vendeur de smartphones selon IDC. Il faut savoir que Samsung n'a pas publié de chiffres concernant le premier trimestre. Selon IDC, donc, Samsung aurait écoulé 42,2 millions de smartphones contre 35,1 millions d'iPhone. Donc là, c'est vraiment un tournant. Ça peut s'expliquer aussi, bien sûr, par l'explosion aussi des ventes d'entrée de gamme, où là, Apple est un peu moins présent. Concrètement, voilà, ça vous inspire quoi? Surtout que le meilleur est à venir, d'après ce que j'ai compris, Cédric, avec l'arrivée du nouveau fleuron de chez Samsung qui est attendu dans les jours qui viennent, au moment même, il sera là au moment où on diffusera ce podcast. Au moment même où vous verrez ce podcast, Samsung aura présenté à Londres jeudi soir le Galaxy S3, dont on croit savoir des choses. Imaginez un Galaxy S2, mais encore mieux. On attend de voir s'il y aura des killer features, ou si c'est juste vraiment une mise à jour, même si pour ce qu'on en sait pour l'instant, le design va changer un peu, l'écran va être plus grand. Ouais. Il ressemble pas mal au Nexus, en fait, au Galaxy Nexus. Il ressemble un peu au Galaxy Nexus, mais apparemment pas avec un écran courbe. On suppute, on retrouve le bouton peut-être, et peut-être aussi une résolution d'écran qui, alors on murmure du Full HD, mais ça paraît un peu dément d'avoir du 1920 sur 1080 comme ça dans la poche. Par contre, un vrai processeur 4 cœurs, pas juste un processeur graphique 4 cœurs, mais un vrai CPU 4 cœurs. C'est le monstre de guerre qu'on attendait depuis la sortie du S2, quoi. Mais la raison, à mon avis, pour la différence, c'est, tu l'as dit, c'est que Samsung surfe d'abord sur l'explosion du marché global des smartphones. C'est-à-dire que même sur l'entrée de gamme, maintenant, on fait du smartphone. Et puis ils ont une capacité d'itération, comme on dit, c'est-à-dire à sortir, depuis un an, il est sorti quoi? Galaxy S2, Galaxy Nexus, Galaxy S3, donc demain Galaxy S3, le Galaxy Note, etc. Et je parle même pas de tous les modèles, de milieu entrée de gamme. Les Wave et compagnie. Voilà. Messieurs, ça vous inspire quoi, cette montée en puissance de Samsung qu'on suit depuis quelques numéros maintenant
à Refait le Mac, hein, on a même fait des émissions dédiées. C'est sans surprise, Monsieur X, Rodrigo. Bah, moi, la seule chose que ça m'inspire, mais je boucle sur le sujet, comme Cédric sur la TV ou toi sur l'iMac tactile, c'est qu'il va être le moment pour Apple de sortir un iPhone mini. Voilà, parce que la capacité de croissance, la capacité de croissance d'Apple avec l'iPhone, bon, s'en trouve un petit peu barré là, parce qu'on attend toujours l'iPhone 5. Ça fait maintenant 18 mois qu'on attend l'iPhone 5, je vous le rappelle. Et aussi parce que Apple distribue son iPhone 4 et 4S, on va dire peut-être chez 80% des opérateurs téléphoniques qui comptent le plus. Il manque plus qu'un très très gros en Chine, mais ils ont fait à peu près le tour de la question. Donc leur potentiel de croissance en allant convaincre d'autres opérateurs est connu. Maintenant, il faut, s'ils veulent continuer à faire la course en tête et à lier les parts de marché en valeur aux parts de marché en quantité, qui sortent un produit plus entrée de gamme et pas uniquement un iPhone 3 GS à 0 €, parce que ça c'est bien, mais ça marche un temps, mais vraiment un produit adapté comme le fait Samsung ou Nokia pour les gens qui ont soit moins d'argent, soit les enfants qui ont des plus petites mains. Voilà, donc un iPhone nano. Rodrigo, il y a danger pour Apple selon toi? Vous savez, je raisonne en part de marché de profit de l'industrie mobile. Je vous avez sorti les chiffres il y a quelques épisodes. On a plus de 80% chez Apple. Alors, les autres peuvent s'exciter sur le part de marché en volume, mais pas en profit. Donc, on s'en fiche un peu. Ouais, surtout que les résultats financiers d'Apple, puisque les résultats ont été publiés la semaine dernière, 39,2 milliards de dollars pour les 3 premiers mois de l'année 2012. Le chiffre d'affaires progresse encore de près de 60% par rapport à l'année dernière. Le trésor de guerre d'Apple s'enrichit encore de 14 milliards de dollars. Ça va faire presque un total de 110 milliards. Mais alors, 14 milliards en 3 mois, c'est du délire absolu. Ouais, c'est du délire absolu. C'est de profit pur, c'est pas un chiffre d'affaires. Ce dont on avait parlé il y a quelques numéros, à savoir que va faire Apple de son trésor de guerre. Faut-il verser les dividendes ou non? Déjà, on peut dire que en un trimestre quasiment, ils ont absorbé presque la moitié ou le quart des dividendes qu'ils devaient verser à leurs actionnaires, messieurs. Oui, c'est ce que disait un analyste, je ne sais plus sur quel site à l'époque, c'est que ça leur coûte rien, quoi. C'est totalement neutre. Ça fait plaisir à tout le monde ou pas. C'est rien, c'est beaucoup plus intéressant si tu veux qu'on parle tout à l'heure de la stratégie fiscale d'Apple, qui paye un taux d'imposition extrêmement bas en utilisant toutes les techniques possibles et imaginables. Et ça ne devrait pas être totalement autorisé, probablement. Sur l'histoire des parts de marché, le seul vrai danger pour Apple, vu que ça entame pas leur profit, mais c'est peut-être aussi ce qui les empêche de sortir des iPhones moins chers, c'est qu'à terme le nombre fasse que les développeurs se mettent à développer par exemple d'abord prioritairement sur Android, parce que le développeur il s'en fout de savoir si Apple gagne beaucoup ou peu d'argent sur un téléphone. Lui ce qui l'intéresse c'est de placer ses apps, mais cet iceberg là ils ont encore un peu de temps à mon avis avant de le voir venir. Oui, je suis d'accord avec toi, si la plateforme de distribution est plus rentable sur Android que sur Apple, mais toutes les études montrent que pas du tout. Sur le payant, oui, sur le gratuit. Mais voilà, c'est ça. Donc, si on veut faire de l'argent, on va sur iOS, donc sur iPhone ou sur iPad. Si on veut se faire connaître en termes de distribution, on peut aller sur Android. Par contre, les ventes d'iPad. Dit autrement, les grandes marques, elles ont intérêt, celles qui ont des budgets marketing énormes, elles ont intérêt à aller sur Android. Mais ceux qui veulent en vivre, ils n'ont aucun intérêt à aller sur Android aujourd'hui. Par contre, donc, je disais, les ventes de l'iPad continuent à cartonner par rapport à l'année dernière, 11,8 millions d'exemplaires, donc c'est presque 3 fois plus par rapport au même trimestre de l'année dernière, le premier de l'année, donc entre 2011 et 2012. Plus inquiétant, c'est les ventes de Mac qui ralentissent puisqu'elles sont encore en croissance d'une année sur l'autre, mais on sent qu'il y a vraiment besoin de nouveautés, Monsieur X, et qu'on est tous dans les starting blocks à attendre qu'Intel sorte sa nouvelle plateforme. Là, ça commence à faire long, presque bientôt 1 an sans mise à jour de machine, sans parler du Mac Pro, ça va faire plusieurs années maintenant. Il semblerait qu'Apple ait changé son rythme et soit vraiment calé sur celui d'Intel aujourd'hui. Enfin, attends, ils ont toujours été calés sur la sortie des processeurs. Après, ils en tenaient peut-être un petit peu moins compte, mais enfin bon, c'est quand même le processeur ce qui pilote les introductions de tout le monde, y compris d'Apple. Moi, je crois que tu as raison. Une fois ceci dit, tout le monde attend les nouveaux Mac. On a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux à ce sujet. Je pense qu'on va plus attendre très longtemps. Maintenant, où est-ce qu'Apple va renouveler la gamme? C'est ça la véritable question. Moi, j'ai vraiment un doute sur le fait qu'Apple renouvelle
sont haut de gamme, les fameux Mac Pro, ils vont peut-être mourir là, c'est peut-être l'été de la mort des Mac Pro. Pour le reste, ça va être une question de sortir les bons modèles pour l'été et puis la rentrée des classes. Donc à mon avis, il va y avoir des vraies nouveautés sur les portables, bien sûr, et sur les iMac qui ont besoin d'un petit coup de fouet. Alors en termes de fonctionnalité, c'est vrai, et aussi en termes de prix, moi je suis optimiste. Je pense que c'est peut-être là qu'on va avoir une vraie surprise pour deux raisons. On parlait des résultats financiers d'Apple. Ce qui est hallucinant, c'est qu'Apple fait 48% de marge. Donc s'il voulait booster les ventes de Mac, il suffirait qu'il fasse, au lieu de 48, 40% de marge, ce qui ne changerait pas la photo globale de leur profit, mais permettrait d'être agressif dans le domaine des prix sur les desktops. Et ils pourraient faire carrément un malheur avec leurs machines portables, les MacBook Air et les MacBook Pro, parce qu'elles sont inégalées en termes certainement de design, de solidité, même de fonctionnalité. En rendant un peu de marge et en rendant un peu de prix à l'utilisateur, ils pourraient péter leur part de marché. Il y a même des pays qui leur demandent des comptes. Je crois que c'est en Australie, les associations de consommateurs exigent qu'Apple explique l'écart de prix qu'il y a par exemple entre les États-Unis et l'Australie. Donc ils ont une vraie pression sur les prix. C'est peut-être de là que va venir la nouveauté. Il suffirait qu'ils fassent ça et la part de marché explose. Voilà, donc ils ont tout en main. Ouais. Alors, on parlait de Mac, c'est Une seconde. Je suis pas, encore une fois quasiment d'accord avec Monsieur X, mais pas dans ce cas-là. Ah bon? Pas dans ce cas-là. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais la part de marché d'Apple sur les ordinateurs à plus de 1000$ est de l'ordre de 90%. Donc, ils dominent absolument ce segment. Oui, c'est plus de 1000$. Et il y a un truc que Monsieur X n'a pas pris en compte, qui est l'élasticité de la demande. Il y a une gamme de gens aujourd'hui qui achètent n'importe quoi du moment qu'il y a la pomme dessus, et c'est pas de passer en 48 ou à 40% qui vont élargir leur part de marché. Elle est extrêmement rentable telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense pas du tout quand le baissant ils vont élargir la part de marché. Ils sont très bien avec une rentabilité là où ils sont. En revanche, on l'a cité à plusieurs fois dans RLM, dans le Refait le Mac, les ordinateurs font moins de 20% aujourd'hui à peu près du chiffre d'affaires d'Apple. C'est pour une boîte qui historiquement a commencé avec ça il y a 30 ans, aujourd'hui c'est quasiment plus rien. C'est plus très stratégique pour eux. En revanche... Même si tout est imbriqué, ça, Rodrigo. Ouais, en revanche, moi je trouverais que ce serait vraiment dommage de laisser tomber les Mac Pro. J'adore mon MacBook Air et c'est probablement ce qui va remplacer la gamme des MacBook Pro, des ordinateurs. Design, tu veux dire. Très probable. Mais il y a encore une demande pour des gens, pour des ordinateurs de bureau, et ça, pour des tâches compliquées. Tu vois, moi j'ai deux grands écrans. Là. Je voyais sur Twitter, on me posait la question. J'ai deux grands écrans. Pourquoi? Parce que je fais de la photo. Donc j'ai un écran pour aperture et l'autre écran pour voir ma photo en plein écran. Ça, le faire sur un petit ordinateur, c'est un petit peu compliqué. En revanche, mon Mac Pro qui a maintenant plus de 5 ans, il serait temps que je passe à une version un peu plus récente. Mais tu vois, ça a tenu 5 ans très bien. Donc un excellent investissement à un prix très élevé. Alors, on parlait de Mac, on vous le disait dans le sommaire. N'oubliez pas, Beezy, le fabricant français de housses pour Mac notamment, spécialisé ici pour le MacBook Air, lance une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Allure, qui est sur mesure pour le MacBook Air 13 pouces. Regardez avec les magnifiques rayures. Donc, il y a 5 exemplaires à gagner en fin d'émission. On vous posera une question. Donc, suivez bien parce que la réponse, elle est quelque part là dans l'émission à un moment donné. Donc, il faut être attentif. Et il y aura donc 5 housses à gagner. On a donc parlé des résultats financiers. Il y avait un autre fait majeur ces dernières semaines qui a un peu défrayé la chronique autour d'Apple. C'est un nouvel article de New York Times concernant Apple. Apple est beaucoup attaqué en ce moment. Hein. C'est un peu un sujet de discorde. Il fait très polémique aux États-Unis. Il faut dire que comme en France, c'est une période électorale. Alors, le New York Times, après avoir publié une enquête sur les conditions de travail des sous-traitants d'Apple en Chine, s'est de nouveau attaqué à Cupertino en pointant du doigt le système d'optimisation fiscale de la compagnie. L'idée, vous le savez, c'est de réaliser des économies en ouvrant des filiales dans des endroits, des États américains où le taux d'imposition est moins important et donc de faire des économies. Monsieur X, cette pratique, on en parle aux États-Unis, mais elle existe aussi en Europe, notamment avec iTunes, qui est basé au Luxembourg. Oui, absolument. C'est une surprise pour personne, en tous les cas pour ceux qui nous suivent. L'optimisation fiscale est au cœur, on va dire, de la politique d'entreprise d'Apple. Bon, ce ne sont pas les seuls, mais comme dans beaucoup de domaines, ils sont passés maîtres dans l'art de l'optimisation fiscale. On peut parler bien sûr du paiement de l'impôt
sur les sociétés en général. Apple a profité à plein et profite toujours à plein, on va dire, de ce que certains appellent le dumping fiscal dans la communauté européenne entre les différents pays. En France, on sait que l'impôt sur les sociétés, on va dire le taux normal est aux alentours de 30%. Et en Irlande, où Apple a la majorité de ses employés maintenant, le taux d'imposition à Cork est plus aux alentours des 10%, même en dessous de ça. Je crois que c'est 8 si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est ce qui a fait qu'Apple, volontairement, et petit à petit a envoyé toute sa logistique. Ils avaient déjà une première usine là-bas, mais en Irlande. Apple a fait la même chose ensuite en termes d'optimisation fiscale, en optimisant toute sa logistique de support, ses pièces détachées, ses réparations en Hollande, parce qu'il y a moyen de faire de la grosse optimisation fiscale en Hollande pour ces tâches-là. Et puis on en a beaucoup parlé, Apple le fait, Amazon l'a fait à la suite d'Apple, pour tout ce qui est services dématérialisés, vente de musique. Apple opère, grâce à un trou, on va dire, dans la législation européenne, depuis le Luxembourg. Et quand vous achetez une chanson sur iTunes, Apple reverse la TVA, non pas à l'État français, mais au Grand-Duché du Luxembourg. Et parce que c'est pas très bon en termes de com, ne le fait pas apparaître sur votre facturette ou sur votre mail de réception d'achat. Et ça, Apple vraiment l'a fait consciemment. Moi, je peux vous dire que j'ai assisté à l'époque à des discussions entre des représentants d'Apple et des représentants du gouvernement français, où Apple leur a dit on va faire ça sciemment parce que c'est mieux pour nous. Moi, ce qui m'a un petit peu choqué à l'époque, c'est pas qu'Apple essaye tant de le faire, puisque il s'appuie sur des lois européennes sur la vente de services. Mais c'est qu'à l'époque, le gouvernement français, les gens qui étaient à la tête, on va dire, de l'économie française, n'ont pas perçu ça comme un danger, ont laissé faire, n'ont pas essayé de se battre. Et ce qui était que la fuite que de quelques dizaines d'emplois à l'époque vers le Luxembourg et surtout d'un flux financier important, aujourd'hui avec Amazon et plein d'autres, ça doit représenter un gros flux financier et surtout une perte de TVA énorme pour l'État français, alors même que toute la vente de médias passe du physique au numérique. Et Apple est premier dans le domaine. Je peux t'interrompre, monsieur X ? Ouais. D'abord, pour le mettre en contexte, quel est le taux d'imposition de Total ? On met le doigt sur Apple, sur les sociétés de la nouvelle économie. Ben non, les boîtes du CAC 40 français, à commencer par Total et le pétrole, paient un taux d'imposition ultra optimisé qui est à un chiffre. D'accord ? Oui, non, mais là, ce qu'on reproche à Apple, c'est de vendre des produits en France et d'imposer ces produits à un taux de TVA qui n'est pas celui de la France. Alors, ensuite, et de reverser la TVA, X, par je ne suis pas exemple, fiscaliste, mais monsieur X dit dans un trou dans la législation européenne. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale européenne. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale européenne. C'est pour ça qu'il y a des taux de TVA partout en Europe. Mais le traité de Maastricht donne une libre circulation des capitaux et des personnes. Les pays qui ont signé le traité de Maastricht s'engagent à cela. Donc, effectivement, le dumping fiscal, c'est l'avantage compétitif de chacun des pays. L'Irlande se bat à ce qu'elle a, donc elle se fait en faisant venir les gens, comme a pu faire, par exemple, dans un autre continent, l'île Maurice, qui a choisi de tout harmoniser à 15%, tout, les plus-values, la TVA, etc., pour faire venir les capitaux. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que Apple a fait détenir par une filiale sa propriété intellectuelle en Irlande, et là, ça commence à devenir vraiment de l'ingénierie financière, parce que du coup, c'est là où elle fait de l'optimisation. Ça n'a rien à voir avec les ventes sur iTunes, ça c'est rien par rapport à sa propriété intellectuelle. Je suis d'accord. Donc, dans l'article du New York Times, vous lirez la description du double sandwich irlandais, dans lequel on fait transiter par l'Irlande, avec un taux, comme tu le disais, assez bas. Ensuite, on l'envoie, parce que c'est la communauté européenne, en passant par la Hollande, on le fait passer ensuite dans les îles Vierges britanniques. Ah, tiens, ça partait UK, mais il y a une fiscalité à 0. Donc effectivement, on optimise après. Moi, la seule chose qui me fait bizarre, c'est que, et je reproche rien à Apple, c'est que les gouvernants, c'est que les gouvernants, et pas uniquement en France, acceptent aujourd'hui qu'un produit, qui est une chanson dématérialisée, soit vendu en France. Donc c'est un bien de consommation qui est vendu en France et qui n'ait pas de TVA dessus. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la taxe qui permet, quand un bien de consommation est vendu dans un pays, que l'État en prélève une partie pour ses recettes indirectes. Aujourd'hui, les médias numériques échappent à ça. Et je reproche rien à Apple, mais je dis, nos gouvernants en France et en Europe ne sont pas vigilants parce que ça va représenter à terme
énormément de pertes de recettes. Donc, faut regarder la fiscalité. plutôt que d'imaginer des choses qui sont peut-être On va conclure là-dessus, Rodolphe. plus compliquées à mettre en œuvre, que déjà quand une musique ou un film est vendu en France, l'État de nouveau touche la TVA dessus, ça me paraît juste normal. Et Apple est très malin là-dessus. En plus, ça leur permet d'être plus compétitif en termes de prix. On ne peut pas laisser ça dans le flou. Juste un point, c'est un tableau à 4 entrées à la fiscalité. On vend un bien ou on vend un service. Et en effet, une chanson, est-ce un bien physique ou un service? C'est un service. Et on le vend dans la communauté européenne ou à l'extérieur de la communauté européenne. Et la TVA est prélevée à la source. Donc après, on l'exploite comme on le souhaite. Alors, au-delà de bilan, en gros, selon le New York Times, Apple serait au final imposé à moins de 5% à l'échelle mondiale. Mais au-delà, Cédric, et là ça m'intéresse d'avoir ta réaction, au-delà des polémiques, savoir si elles sont fondées ou non, on a l'impression qu'Apple devient à l'image, je dirais, du monstre sans visage digne de la faux, la fameuse World Company, un petit peu le porte-étendard de ces entreprises. Et quand il y a un dérèglement, on montre systématiquement Apple, et elle cristallise quelque part les critiques. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que quelque part la politique de communication d'Apple, pour terminer, la politique de communication d'Apple a peut-être besoin d'évoluer par rapport à cette évolution et cette évolution de taille et de position de quasi dominante d'Apple aujourd'hui? Bon, d'abord, il faut pas se leurrer. Faire un bon papier sur Apple, ça fait cliquer, ça fait vendre du papier. Quand tu as une cause à défendre ou à promouvoir, c'est pas mal. Je vois ce que Greenpeace a fait il y a 2 semaines. Ils ont lancé une campagne sur How Clean is Your Cloud, sur l'efficacité énergétique et les énergies utilisées par les centres serveurs. Ils ont noté Google, Facebook, Microsoft, etc. Qui ressort mal noté du rapport? Il y a Amazon, il y a Microsoft, si mes souvenirs sont bons, et il y a Apple, évidemment. Avec pétition à Tim Cook, etc. Donc ça drive du clic, quoi, comme on dit en web marketing. Donc finalement c'est normal. Et du coup c'est vrai qu'Apple, là, sur l'optimisation fiscale, fait pas les choses ni différemment de ce qu'on connaît ailleurs dans le high-tech, Google, Microsoft, etc., ni même dans l'économie traditionnelle, parce que là aussi je suis assez d'accord avec Rodrigo, si tu reprends les grands groupes du CAC 40, tout le monde, s'il y a des règles fiscales, elles sont faites pour être utilisées. Après, est-ce que vraiment la fiscalité doit se mêler de moralité? C'est autre chose, il y a des lois, et si elles sont respectées, tout va bien. Maintenant, est-ce que, en plus, Apple a tellement de fans, etc., enfin on tombe un peu dans l'affect, du coup, oui, évidemment, ça génère des discussions, quoi. Ça fait parler, et ça fait cliquer, et ça fait vendre. C'est pour ça aussi qu'il y a parfois de très mauvais papiers qui prennent Apple pour sujet, alors qu'ils n'ont rien à nous apprendre, ce qui n'était pas le cas du papier du New York Times, ni même des papiers pro et contre qui disaient est-ce qu'Apple est le nouveau Sony au sens d'un déclin possible, ce qu'on a vu apparaître la semaine dernière. Est-ce que quelque part, aujourd'hui, la politique de com d'Apple basée sur le secret, on arrive quelque part à la limite de ce système qui fait qu'aujourd'hui, lorsque la presse, en tout cas, veut avoir des informations, lorsque des organismes non gouvernementaux veulent avoir des informations, ils trouvent toujours porte close, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et que ça irrite, et on commence à avoir des réactions épidermiques envers Apple, et croyez-moi, elles sont fondées. Monsieur Ouais, 3 commentaires. Il y a eu un énorme mouvement sur le green. Monsieur X nous rappelle très régulièrement quand est-ce que Apple va faire des produits ultra green. Ça fait penser au 5e élément où on demande c'est à l'animateur green, top green. C'est une politique plus agressive de responsabilité sociale. Et effectivement, Apple pourrait travailler là-dessus. Le papier de New York Times citait la misère fiscale de Cupertino, où Apple a son siège, où ils n'ont pas assez d'argent pour les écoles, parce qu'ils ne payent pas leurs impôts là, ils les payent en Irlande. Et en Irlande, ils laissent faire, qui est mon deuxième commentaire, parce que la corollaire, c'est qu'il y a plein de gens qui travaillent chez Apple, donc il y a de l'emploi qui se développe. Et s'ils ne laissaient pas faire à Cork, Apple irait ailleurs, où les avantages seraient meilleurs. Donc oui, Apple pourrait se développer en responsabilité sociale, mais ils ne vont pas donner beaucoup de leur impôt juste pour de l'image de com. Le 3e point, on tape sur Apple, on tape sur le CAC 40, mais bon, je ne suis pas fiscaliste, à revérifier, mais de ce que je comprends en tant qu'investisseur, pour les startups, si vous mettez une filiale à Malte, c'est la communauté européenne, ou à Chypre, c'est la communauté européenne,
et que vous y logez votre propriété intellectuelle, eh ben, il y a très peu d'impôts, voire zéro, sur la plus-value quand vous la revendez. Donc si vous faites un Instagram, vous avez 13 salariés et que vous mettez la propriété intellectuelle d'Instagram, vous la vendez 1 milliard, la plus-value, c'est l'impôt, c'est zéro. Bien. Et c'est dans la communauté européenne. Monsieur X, la com d'Apple, une arrogance, une difficulté à ne pas répondre tout de suite. On l'a vu sur les virus, pas forcément une réactivité qui est propre à la compagnie. Hein. C'était intimement lié au culte secret et propre à Steve Jobs. Est-ce que maintenant que Steve Jobs n'est plus là, ils auraient peut-être besoin de changer leur fusil d'épaule, Monsieur X? Bon sens. Et on conclut là-dessus. Ouais, bon sens paysan. Tant que ça marche, ça marche. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, Tout il ça faut changera prendre une énorme peut-être. claque, Tout quoi. ça changera peut-être quand Apple aura besoin de ses clients un peu plus et aura besoin des journalistes, c'est-à-dire quand ils vont foirer leurs premiers produits. Pour l'instant, ça fait 10 ans qu'ils foirent en gros Rien. 0 produit. Donc c'est l'inverse qui se passe. On a besoin de nous pour rêver. Et comme disait très bien Cédric, de temps en temps pour faire du papier ou driver du trafic marketing. Tant que ça marche, donc ça changera pas. On va parler un petit peu d'On refait le Mac puisque c'est la 100e, messieurs, bordel. 100 numéros, 2 ans de vie déjà pour On refait le Mac. On a ensemble discuté à quelques épisodes qui nous ont marqués, qu'on aimerait revoir, ou du moins quelques extraits qui étaient savoureux. En discutant avec vous, il y a une émission qui est arrivée naturellement. C'était l'épisode numéro 55, c'était l'épisode avec Louis Bertignac, qui fait les beaux jours de The Voice ces derniers temps. Monsieur X, pourquoi cet épisode spécialement avec Bertignac? Pourquoi cet épisode avec Louis Bertignac? Parce que moi je suis un naïf du Mac. Voilà, et j'associe toujours dans ma tête le Mac à la création, et j'ai cette phrase de Steve Jobs imprimée dans la tête: quand j'allume ma télé, j'éteins mon cerveau, quand j'allume mon Mac, j'allume mon cerveau avec et je le fais travailler. Donc je suis resté là-dedans, moi, le Mac, la création. À la télé. Ouais. C'est vrai. Et c'est ce qui fait la différence. Et Bertignac, dans cet épisode, allez le revoir, je ne sais pas si c'est l'extrait qui aura été choisi, explique à un moment comment il a composé en partie son dernier album, et il l'a composé avec son iPhone. Ça y est. Voilà. Écoute, Et je te propose il qu'on explique le voit. ça, comment il crée avec un outil Apple, et comment un outil Apple lui a permis de faire plus, mieux, plus rapidement de la création. C'est tout le Mac qu'on aime, voilà pourquoi j'adore cet épisode. Bertignac dans ses œuvres, Monsieur X, comment il compose avec l'iPhone, extrait. Mon dernier album, là, qui est très rock, très rock, plus que jamais, je l'ai enregistré. Alors le montre l'album, le voilà. Ah, un peu de pub, ouais. Voilà. Voilà. Ça s'appelle Eh ben, Grizzly. toutes les compositions, je les ai faites dans mon iPhone. J'étais en tournée et je m'ennuyais, et je marchais et jour après jour, je marchais dans la rue, j'avais des riffs en tête, j'ai un 4 pistes là qui s'appelle 4-Track. J'enregistrais là-dedans, je faisais ensuite j'appuyais sur la piste 2, je faisais yeah baby baby, et je suis rentré à Paris, j'avais mon album. Il faut faire Ah le ouais. making of, moi je Mais pense, je l'ai. de l'album. Je peux raconter ça, l'anecdote, ça, Il est ça, toujours oui. là-dedans le making of. Je profite de la fin de cet extrait pour vous rappeler le concours organisé par notre partenaire Beezy pour gagner 5 housses de la nouvelle collection l'Arabe, avec ces magnifiques rayures qui font penser un petit peu à une mire de télévision. C'est d'actualité en ce moment, même s'ils ne l'ont pas fait sur mesure pour On refait le Mac. Merci à eux. Cédric, C'est ça t'avait sorti à ta également... voiture. Bah oui. Cédric, c'est également une émission qui t'avait marqué, Bertignac, notamment un passage, je crois, sur son studio, son studio. C'était intéressant. D'abord, moi, j'ai adoré parce qu'évidemment, enfin, vous, je sais pas, mais moi, téléphone, c'est mes jeunes années, tout ça. Et pas puis, en né, plus, c'est c'est quand même quelqu'un qui est venu avec une simplicité totale. Enfin, c'était un vrai plaisir à bien. faire, vraiment. Et enfin bon, il y a des contre-exemples, mais là, c'est vraiment l'exemple qui marche bien. Et c'était vachement intéressant la conversation qu'on a eue sur. Il nous a fait des images de son studio que l'on va voir maintenant, amis téléspectateurs, regarde. Ce qui était intéressant, c'est quand il s'est mis à dire que c'est vachement bien de pouvoir faire des choses à la maison, mais ça change la façon de travailler, regarde. Oui, tout à fait. J'ai arrêté les magnétos à bande parce que ça prenait une place folle et que c'était compliqué de retrouver quelque chose. Donc, ça fait assez longtemps que j'enregistre en numérique dans le Mac. J'ai pas grand-chose, hein. J'ai un gros Mac, j'ai une interface audio et puis une interface MIDI qui me sert pas souvent, et voilà quoi. Et des haut-parleurs. Oui, on peut faire et j'adore faire chez moi, et quand je fais une production, j'adore la faire. Même si je mets des guitares, c'est évident que les guitares, je les enregistre dans Logic Audio par exemple. Mais
pour ma musique, les rock quand même, j'ai pas encore trouvé la vraie solution chez moi. J'aime beaucoup aller dans un studio comme Davout, prendre des bons musiciens et louer le studio pendant 48 heures et finir l'album là-bas. Après ça, je rentre à la maison, je rajoute des petites choses, je peux prendre 6 mois à mixer si je veux. Mais le fait que ça soit gratuit à la maison, ça peut être aussi un inconvénient, c'est que du coup, il n'y a pas l'urgence. Il n'y a plus la pression, quoi. Il n'y a pas la pression et donc c'est moins magique ce qui en sort. C'est moins immédiat, c'est moins instinctif. C'est peut-être trop travaillé. Ou alors, enfin, pour la musique que j'aime. Ou alors on se retrouve comme certains à faire des albums qui finalement ne sortent jamais ou qui sont repoussés de loin en loin. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai parce qu'avant, c'est vrai. Et qui sont un peu trop travaillés. Ouais. C'est un groupe ou un musicien, c'est bon les gars, vous avez 6 semaines de studio. Ah ouais, super, mais au bout de 6 semaines, il faut que ce soit plié, fini. Et d'ailleurs, normalement, il y a un producteur pour faire la police là-dedans. Voilà. Mais à partir du moment où tu fais ça dans ta cave sereinement avec ton matos à toi et que tu dois rien à personne, bah, tout à coup, le temps est un facteur un peu moins important. Voilà, et le mieux est parfois l'ennemi du bien, et tu peux toujours vouloir mieux, et tu peux passer des semaines, et finalement, tu te rends compte que le premier jour, c'était mieux. Ce qui est rigolo, c'est de voir qu'en fait, c'est des choses qui touchent tous les métiers. Moi, j'y pensais quand on a eu cette conversation avec Louis, c'est que avant, moi, je montais mes émissions dans une salle de montage avec un monteur, avec tout ça, etc. Tu n'avais pas le droit de toucher au... Si, enfin, on s'entendait bien, donc ça allait. Mais et on aurait pu croire que maintenant qu'on monte, parfois sur des MacBook Air comme ceux-là, les choses iraient plus vite. Alors c'est vrai qu'on fait des choses qui sont plus poussées et plus simplement en termes d'effets, de tout ça, voilà. Mais avant, on montait linéairement sur une bande. Avant de mettre le deuxième plan d'un sujet, il fallait mettre le premier plan, etc. Réintervenir au début, ça prenait du temps. Et bien finalement à l'époque j'arrivais à monter parfois en une journée des émissions d'une demi-heure, alors qu'aujourd'hui au-delà d'un quart d'heure vraiment on a beaucoup de mal. Donc voilà, on fait les choses différemment, mais c'est exactement ce que montre Bertignac. C'est bien d'avoir beaucoup plus de la liberté et puis aussi des outils qui coûtent beaucoup moins cher, mais ça veut dire que tout à coup on n'a plus la contrainte du temps qu'on a quand on fait bosser les professionnels. Sachant qu'au moment où on a diffusé l'émission, l'audience n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui, donc c'était vraiment Puis c'est un vrai passionné quoi, de technologie. Ouais, si vous l'avez pas vu, allez la voir cette émission. C'est laquelle? C'est la numéro combien? 55 de mémoire. Oui, bien. Numéro 55, il y a un peu plus d'un an. Alors, comme dorénavant, Olivier va mettre les show notes, les liens en dessous et tout ça sur chaque épisode, ça va être top. Ça y va, on va monter en puissance, surtout que bientôt il y a une nouvelle application iPhone et iPad qui arrive, mais n'allons pas trop vite. Je crois que tu as une nouvelle présentatrice. Nous allons y venir. Alors, on a une séquence pour ça. Rassurez-vous, on vous a promis une séquence avec des filles. Ça arrive. Mais n'allons pas trop vite. Vous étiez nombreux justement à nous demander s'il y avait, comment ça se passe en coulisses, s'il y avait des coupures. Et il y a un élément qui est récurrent en Felmax, c'est qu'on enregistre tard, sauf ce soir un peu exceptionnellement, mais il fait nuit tard en ce moment, hein, c'est le printemps. Et il y a un personnage qui illustre bien le fait qu'il faut qu'on termine l'émission dans les heures, c'est Cédric. Et si possible avant le 3h du matin, donc quelques morceaux choisis. Allez, comme quoi c'est notre booster Cédric dans ses œuvres. 23h30. Ouais, enfin quand même, heureusement qu'il a un métier à côté, parce que bon, déjà que c'est un con comme en star, ça paye pas fort. Eh bah ouais. Bavard, oui. Ah non, mais non, on peut pas en faire deux. T'as rendez-vous? Si, on peut en faire deux. Non, je devrais être au pieux, moi. Tu trouves le ton long, c'est ça, Cédric? Non, tout va bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je t'entends soupirer d'ici. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais rien. T'as reçu des SMS, c'est ça? Des photos? Des MMS peut-être? D'accord, on va regarder sur l'ordi. Pourquoi tu veux faire des... Olivier, on fait 55 minutes déjà, pourquoi tu veux faire des questions Twitter dont on sait même pas s'il y en a des intéressantes? Mais c'est une spéciale, là c'est les cadeaux, c'est pas, tu vois. Non, on est à 1h02 Olivier. On va couper. Bah oui, mais on avait dit 19h30, il est 34, faut que j'y aille. Faites vite. Ouais, mais alors, dans 3 minutes je suis parti. Hein. Alors, donc, on y va. On en est à combien là? On est à 40 minutes là, faut dire au revoir là. Ouais, il faut dire, lancer les questions Twitter là. Absolument. Bon, comme quoi, à la vue de cet extrait, en fait, Rodrigo et moi, on a le droit d'être taillables et corvéables à merci. Il n'y a que Cédric qui doit rentrer à l'heure chez lui.
Ouais, mais non, mais Bien. alors ça doit être l'habitude de faire des trucs en plateau où là, par contre, si t'as 1 heure pour enregistrer, bah mon chouchou, t'as 1 heure parce qu'après il y a un journal en direct dont t'as intérêt à te passer. Mais oui, c'est vrai. Le problème, c'est que le timekeeping corse, ça marche pas très bien. On va commencer à 20h, à 20h30, peut-être. Ce qui fait qu'on arrive torché. C'est pour ça, prendre mais l'apéro en même quand temps, on démarre à c'est pour ça que depuis 22h. longtemps, je milite pour qu'on fasse cette émission en direct. Alors je sais que c'est compliqué, viendra. mais au moins Olivier Ça serait viendra. forcé d'être à l'heure. Et puis oui, c'est clair. Et là, on était encore en retard ce Bah, soir, grave. mais on vous dit pas tout. Alors, autre émission que vous étiez quasiment tous unanimes, les gars, quant au choix des extraits qu'on devait diffuser ce soir. L'autre émission, c'était un autre invité très, très, très exceptionnel dans Refait le Mac. C'est Jean-Marie Hulot. Jean-Marie Hulot, de qui s'agit-il? C'est un très proche, un ami de Steve Jobs de longue date. Il a été chez lui, il a été avec lui déjà du temps de Next. Et puis il a suivi chez Apple. Et on dira que c'est l'inspirateur de l'iPhone auprès de Steve Jobs. Et il va nous expliquer dans cet extrait, donc c'est une émission qui a été diffusée il y a à peu près 1 an déjà. Et il nous explique comment Steve Jobs lui a demandé de créer une cellule fantôme à Paris, avenue Georges V, justement pour lancer un appareil tactile. On regarde les images. Sur macOS 10, on a fait un certain nombre de choses qui manquaient un petit peu pour l'arrivée d'un nouveau monde, je dirais. 50% du chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui. De nouveau monde, Non, mais- tu veux dire, non, mais Il par doit parler rapport à d'Apple ça, TV, par je ne vois exemple. pas d'autre C'est ça, tu veux dire. hypothèse. Voilà. non. D'accord. À l'origine de cette cellule, ce qui s'est passé, c'est Steve était revenu et passé à Paris. Je le voyais, je le voyais chez revenir à Paris. J'étais régulièrement en relation avec lui, même si je n'étais plus chez Apple. Et il aime bien, en fait, c'est quelqu'un qui, et c'est bien de sa part, qui a beaucoup de connexions avec, qui a un certain nombre de connexions avec des gens en qui il a confiance dans le monde technique ou autre, qui sont répartis dans le monde. Je pense qu'il en a peut-être plus aux États-Unis que dans le monde. Donc, en plus, c'était quelqu'un qui venait avec un point de vue radicalement différent, qui pouvait aimer prendre de temps en temps 3 mois de vacances, donc ce qui rafraîchit l'esprit. Et puis qui là aime bien avoir de ces gens quel est leur input sur ce qu'il faut faire à un moment donné. Et donc moi il me demandait qu'est-ce que tu vois venir dans les temps qui viennent, et je lui ai dit, tu sais Steve, tu n'auras pas le choix, il faudra que tu fasses un téléphone. À cette époque-là il m'a dit non, tu me dis des conneries, je vois pas pourquoi j'aurais à faire ça. C'était avant l'iPhone. Je ne crois pas. Mais, oui, voyons. Mais d'un autre côté, si comme moi à l'époque j'étais parti et je m'amusais dans le monde interne, il m'a dit si tu veux revenir et puis essayer d'étudier en fait vraiment plus de quoi il s'agit, pourquoi pas en fait étudier la question. Et donc je suis revenu pour étudier la question. Alors, ce qui est formidable, Monsieur X, c'est que je ne sais pas si c'est le format de l'émission qui fait ça, le fait qu'on utilise des solutions de visioconférence. Donc, ça met nos interlocuteurs en confiance. Et pour la petite histoire, c'était absolument pas prévu ce soir-là que Jean-Marie nous parle de l'iPhone. On devait plutôt faire un historique de Next. Et puis, il semblerait qu'il ait pris du plaisir d'être à nos côtés et avec nous ce soir-là. Et il nous a lâché quelques perles. C'est plutôt rare, hein, Monsieur X, un ancien d'Apple, soit aussi transparent, sachant que à l'époque, Steve Jobs était toujours de ce monde et qu'il ne voulait pas forcément se passer avec lui. Ouais, je pense que le témoignage de Jean-Marie Hulot est unique. Hein. C'est pas une biographie ou un extrait de biographie qui, contrôlé ou pas par Steve Jobs, met toujours un peu en scène ses faits et gestes. Là, c'est vraiment le témoignage de quelqu'un qui lui est très très proche, qui est vraiment fait partie de son cercle d'amis intime et qui pour la première fois, moi je l'ai vu et entendu avec vous, avec iChat, hein, quand il s'appelle, de nous parler de sa relation de Steve, comment elle est née, comment elle s'est construite et comment ils ont pensé à l'iPhone ensemble. C'est d'autant plus exceptionnel que moi j'ai partagé dans mes locaux, à l'époque quand j'étais chez VPod TV, mes locaux pendant 1 an avec Jean-Marie. On hébergeait Photopédia chez nous, et Jean-Marie parlait très rarement de Steve. C'est pas quelque chose qu'il c'est pas quelque chose qu'il évoque très très souvent, et je peux vous dire, pour l'avoir côtoyé tous les jours, c'est un témoignage assez exceptionnel. Ouais, moi je te dis Olivier, si les journalistes anglo-saxons faisaient bien leur boulot et qu'ils savaient parler français, ils auraient découvert cette vidéo, ils l'auraient mis vite fait sur leur site internet et leur biographie, parce que c'est une pièce totalement unique. Voilà, une perle.
Alors, autre morceau choisi ce soir-là, il nous raconte sa première rencontre avec la personne qui allait devenir l'un de ses meilleurs amis, à savoir Steve Jobs. Première rencontre avec Steve Jobs dans ses œuvres, Jean-Marie Hulot. Tu devrais passer chez Next à Palo Alto et puis on en discutera plus, etc. On est allé chez Next, on a commencé la démonstration et puis il y a Steve qui est arrivé. Et à ce moment-là, bon, bah, tout le monde s'est finalement mis au garde à vous. Que Steve et moi dans la pièce. Il y a un dialogue entre Steve et moi et en fait c'était très amusant parce que à ce moment-là il était plutôt assez agressif cherchant à trouver le problème, etc. Mais il est comme ça le garçon, il a essayé de te coincer. Non, pas nécessairement, mais je crois qu'il avait envie de sentir la personne qui était en face, etc. Moi, je te testais. En fait, j'étais parfaitement détendu. De fil en aiguille, il m'a dit c'est bien, c'est super ce que tu as. Et puis il m'a dit écoute, au revoir. Et puis il est parti. Ouais. Et donc à ce moment-là, les gens du product marketing nous ont emmenés vers la sortie. Tu as serré la main de Steve Jobs. Waouh. Oui. De toute façon. Et après, on s'est retrouvé sur le parking donc avec les gens de Expert Intelligence prêts à partir. Et là, il y a le gars du product marketing qui est venu, qui dit toi, tu reviens. D'accord. Toi, tu reviens. Steve a été émoustillé, c'est ça, par ta présentation. Et donc, en fait, je suis revenu dans les bâtiments de Next. Et là, il y avait Steve qui m'attendait sur un canapé et qui me dit quand est-ce que tu commences à travailler pour nous? Mais elle est où la lettre de motivation et le curriculum vitae Le CV, le curriculum. Mais il n'y a pas de DRH dans cette maison, c'est pas géré, c'est pas possible. Ah non, là il n'y en avait pas. Et puis surtout, moi je lui ai dit, tu sais, écoute, faut que j'y pense. En fait, oui, c'est intéressant, mais ça fait longtemps. Enfin, je me suis beaucoup fatigué pour faire ça. C'était beaucoup de travail. Et puis donc maintenant, je vais partir en vacances pendant un certain temps. On peut discuter après. J'arrête. Steve Jobs, tu dis viens travailler. Non, mais belle négociation. Moi, je dis belle négociation. Et en fait, après, il me dit bon, écoute, je te rappelle dans une semaine, dans 15 jours, c'est le temps des vacances habituelles américaines. Et je lui dis non, Steve, c'est des vacances à l'européenne. Donc, moi, je pars en Thaïlande, au Laos, où je ne sais plus où je partais à l'époque, et je serais revenu dans, je ne sais plus si c'était 1 mois et demi ou 2 mois. Les vacances européennes, c'est plus que ça, Jean-Marie. Et donc il dit très bien, quel jour tu reviens, etc. Je lui donne le jour et puis en fait je pars, je crois, j'ai dû aller en Thaïlande, au Laos à l'époque et qui était fermé à l'époque, donc c'était particulièrement intéressant. Et puis je suis revenu, j'avais un peu oublié cette histoire en fait. J'étais parti dans une autre chose quoi. Une fois arrivé à la maison, au bout d'une heure, il y avait un coup de téléphone. Hi, this is Steve Jobs. What are you doing? Mais t'as gardé la cassette? Ah, il était accro. Non, mais ça c'est les fanboys qui sortent du bois. La légende dit que Jean-Marie Hulot, il y a un moment, il a même été logé chez Steve Jobs. Et alors ça, il y a des choses comme ça. Je suis même pas certain. Enfin, vu d'ici, je suis même pas sûr que ça ressemble à une bonne idée. J'ai lu ça dans un article de mon ami Emmanuel Paquet, effectivement. Ouais. Non, mais ça c'est vrai. Et de toute façon, il y a une chose que j'aimais. D'abord, moi, personnellement, j'aime beaucoup Steve, mais moi, je suis une personne qui aime bien les compagnies pas trop grosses, en fait. Et personnellement, Next était beaucoup plus fait pour moi que Apple. Une start-up? C'est-à-dire, oui, une start-up, mais c'est plus que ça. C'est que dès qu'une compagnie devient trop grosse, en fait, il y a toute une politique interne qui s'installe et des combats de pouvoir qui ne me correspondent absolument pas. Et à Next, en fait, tout ça, ça n'existait pas et on était, toute l'équipe initiale, on était vachement proches et c'était vachement amusant. Et Steve, on était là toute la nuit. Steve arrivait à 2h du matin avec sa dernière idée et donc finalement, il y a des liens rapprochés qui commencent à se mettre en place. Et comme en fait, on était très proches dans la démarche, dans les choses qui nous intéressaient, on pouvait passer suffisamment de temps à discuter de la place d'un pixel et des machins comme ça, ou de la prochaine présentation, ce qui est toujours le truc, c'est un truc fascinant de faire des présentations en public et surtout quand c'est avec Steve. Donc c'est des choses sur lesquelles on pouvait passer un temps considérable et donc on a vraiment développé une amitié. Et comme moi, en fait, j'avais cette particularité que, bien que j'étais basé aux États-Unis, en fait, j'habitais à moitié en France. Et donc, au bout d'un certain temps, j'avais plus droit à mon visa H1.
Et c'est au bout de 6 ans, ça. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, bah, je devais être en France pendant 1 an avant d'avoir droit à avoir à nouveau un visa. Et donc, j'avais plus de résidence aux États-Unis. Et donc, quand j'allais aux États-Unis, bah, Steve m'a dit, bah, viens à la maison. Et quoi de plus normal, en fait. Hey, Jean-Marie! How you doing? Jean-Marie, you are the first international iChat we've ever done. Would you like to say anything to the audience here? First I would say it is great for me because I will have to go less to the US to see you, Steve. I like that. Okay. Well, thank you, Jean-Marie. Alors, autre extrait que Cédric a choisi cette fois-ci concernant cette émission de Steve Jobs, c'était les méthodes de management de Steve Jobs. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Cédric. Ouais, non, bien sûr. Ce qui m'a passionné là-dedans, c'est que, et sans faire de jeu de mots, c'est que quand on dit on refait le Mac, où est-ce que le Mac a été refait? Il a été refait chez Next, en fait. C'est-à-dire que Apple n'existerait pas comme il existe aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Next, s'il n'y avait pas eu la traversée du désert de Jobs. Enfin, on ne peut pas évidemment imaginer ce qui serait advenu si Jobs avait fait exactement ce qu'il avait voulu. Peut-être que finalement le Mac aurait été une machine géniale mais jamais rentable et qu'Apple aurait été vendu, racheté, etc. Donc finalement, ce qui a sauvé Apple et ce qui en a fait la boîte qui vaut le plus cher au monde, c'est aussi le fait qu'il y ait eu Next entre les deux et que Jobs ait été obligé de réinventer des choses qui soient mieux que le Mac ou différents du Mac. Enfin bref, d'imaginer ce qui allait venir après. Et au-delà, Monsieur X, Cédric, il est parti d'un noyau dur de personnes à qui il avait confiance, qui étaient donc des gens de Next, parce que pour confier... je dirais l'ébauche de l'iPhone comme il a pu le confier à Jean-Marie Hulot alors qu'il n'était pas à Cupertino, il était à Paris, c'est même si ça peut paraître avec le recul comme étant quelque chose de normal puisque c'était son ami, c'était quand même une sacrée prise de risque et il avait besoin d'être en confiance. Qui fait la moitié du chiffre d'affaires. Qui fait aujourd'hui la moitié du chiffre d'affaires d'Apple. 20 milliards. Ouais, alors on parlait justement des méthodes de management d'Apple et de Steve Jobs en particulier, il était particulièrement décrié par une illustration par Jean-Marie Hulot. Non seulement il a des idées généralement assez précises, mais c'est finalement tout le monde se tourne vers lui et tout le monde se tourne. Quoi que vous fassiez, finalement, ça ne prendra de la valeur que si ça reçoit l'aval de Steve. Et donc, vous vous retrouvez dans une position où il y a des tas de gens qui viennent là en attendant la parole, qui disent c'est bien ou c'est pas bien. Faut déjà voir le contexte vis-à-vis de ça. Ça vous met dans une situation spéciale. Et Steve, quant à lui, a des idées. Généralement, il est très sharp. Il va droit au but. Et quand il va droit au but, il peut être blessant. Une qualité qu'il n'a pas, c'est la diplomatie. Et que donc justement, il va très facilement en fait faire des remarques à des gens à tous les niveaux. Que de mon point de vue, il devrait parfois éviter. Il ferait mieux de les faire au niveau intermédiaire, qui lui va faire ce qu'il faut par en dessous, parce que il va facilement casser en dessous, et puis après laisser la personne dont c'est la responsabilité, donc le niveau intermédiaire, avoir à réparer les dégâts. Dernier extrait concernant Jean-Marie Hulot, il explique comment quelque part l'iPhone a pu exister parce que justement il a été inspiré par des gens qui étaient en dehors des États-Unis, en dehors de Cupertino. On écoute Jean-Marie Hulot. Au départ, au départ, ça n'est pas stratégique. Je ne crois pas. Mais bon, si tu veux essayer ça, tu es quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est une expérience. Et donc de toute façon, on n'a rien à perdre à ça. Donc c'est un bon truc. Et essayons ce truc-là. Après, ça progresse. C'est évident qu'à l'époque, des gens basés aux États-Unis ne pouvaient pas voir ça. La montée en fait du téléphone et de l'importance du software dans le téléphone ne pouvait être visible que par des gens qui étaient, à moins d'être complètement visionnaires, et de raisonner à partir de rien. Mais il fallait avoir contact avec l'Europe et l'Asie, et le Japon en particulier, pour se rendre compte, attention, c'est en train de complètement basculer.
Alors messieurs, c'est intéressant quand même cet extrait de quelque part s'apercevoir que eh bien, Steve Jobs avait les yeux ouverts sur le monde et pas seulement repliés sur lui-même à Cupertino, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, très américano-centrique. Est-ce que c'est pas un danger pour l'avenir d'Apple, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces filiales, où il n'y ait plus forcément ces échanges comme il pouvait exister du temps de Monsieur X au sein d'Apple? Je crois que Monsieur X a envie de parler. Non, mais je sais pas, on peut pas reproduire ce que faisait Steve Jobs, qui était de travailler avec des amis très proches. Le monde pour lui était vraiment en deux catégories. Lui-même, moi, Steve Jobs, et puis ses amis proches. Et c'était pas que dans le domaine de l'ingénierie avec Jean-Marie Hulot, c'était aussi dans le domaine des finances, des ressources humaines. Je pense à Nancy Hynon, moi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui était sa conseillère spéciale. Et puis au-delà de ça, rien n'existait. Et certes, il avait des amis partout, peut-être dans le monde, de cultures différentes, qui ont permis un brassage de ses idées à lui. Dans l'Apple actuel, ce brassage existe toujours parce que Apple a toujours eu l'habitude d'aller chercher des technologies à droite à gauche. Rappelons-nous qu'iTunes a été acheté, qu'ils se sont inspirés de tas de choses à l'extérieur et qu'Apple continue à acheter des sociétés externes. On pourrait parler de ces sociétés Final 4 Pro a été israéliennes qui viennent de racheter il n'y a pas longtemps pour fabriquer la mémoire. Maintenant, donc il y a la capacité à s'intéresser à l'extérieur, à travailler avec des gens extérieurs à la Californie. C'est plus par du rachat, alors que l'iPhone, ils sont partis de zéro, monsieur. Oui, mais après, une fois que tu as racheté, les gens se mélangent et puis il y a de l'incubation positive qui naît. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des gens différents qu'il y a des cultures différentes. Et c'est là où je suis moins sûr. Parce que respecter Steve Jobs avec Jean-Marie Hulot, c'était la coexistence de deux cultures différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Apple, qui est une société, une entreprise qui aime bien le monomoule, le fait de racheter des sociétés externes de d'autres pays va permettre de garder plusieurs cultures technologiques au sein de l'entreprise Apple? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr, et c'est peut-être cette richesse-là qu'ils vont perdre. Alors, avant d'enchaîner sur une petite séquence bêtisier, je vous rappelle le concours avec la housse, la robe de la nouvelle collection de Busy. Donc la question sera posée en fin d'émission. Alors, une petite séquence bêtisier, ou plutôt un hommage à l'homme de l'ombre dans Refait le Mac. Notre monteur, François Botnan, qui a beaucoup de courage, croyez-moi, parce que les émissions sont de plus en plus longues. C'est vous qui le demandez. Comme dans tous les bons groupes de musique, c'était pas le premier monteur. Oui, c'est vrai, mais les choses, au début c'était moi qui montais, oui. Mais les journées ne font que 24 heures, donc après un bon burn-out, on est passé à un monteur. Donc un hommage à François Bontemps, l'homme qui fait en sorte que tous les samedis matins, ou presque à l'heure, on refait le Mac est là. Allez, envoyez les images, Magnéto, François. Donc une petite pensée pour François, notre monteur, qui va nous monter ce soir. Et bon courage François, on va essayer de ne pas faire trop long messieurs, je compte sur vous. Mais le monteur, il doit voir toutes vos conneries, il va se faire marrer quand même. Hein. Bah oui, c'est vrai que ça enregistre, oh merde. Bon, bah alors amitié au monteur. Je plains François, je suis désolé pour le montage. Note au monteur, ça fait un petit bêtisier que tu peux mettre à la fin. Pour éviter trop de boulot au monteur, on va garder le même ordre que la semaine dernière. Désolé François pour le montage. Ah, désolé François. François, c'est le monteur. Vous êtes toujours enregistré, messieurs, je vous signale. Oh merde. François, tu brûles les bandes, s'il te plaît. Coucou François. Et puis le monteur enlèvera chaque fois que tu fumes, t'inquiète pas. Et on fait comme ça avec Cédric. Je pense à notre monteur préféré. Voilà, on a fait un long enregistrement ce soir, c'est l'horreur. Beaucoup de travail pour notre monteur préféré, François Bontemps. Il faut bien qu'il justifie son salaire. Voilà, messieurs, dames, à la semaine prochaine. C'est quand que tu viens à Paris, il paraît que je te dois une bouteille de Skiwi. Bon, il y a François, désolé, il va falloir monter. Ah bah non, mais alors c'est... Bon, allez, 5, 4... C'est pas le bon décompte, François, hein, mais voilà. Je vais juste couper là et tu le recaleras sur eux parce que je viens d'avoir une coupure au moment où il allait faire le décompte. Donc. Salut François. Alors, dernier épisode qui a marqué beaucoup d'entre vous, qui étaient très nombreux à le regarder, qui nous a marqué nous aussi. C'est l'émission Rodrigo avec Xavier Niel en marge du lancement de Free Mobile. Qu'est-ce qui t'avait marqué Tu le connaissais par ailleurs, Rodrigo, mais qu'est-ce qui t'avait marqué spécialement lors de cette émission? Bah, outre le fait que c'est le premier épisode où on a dépassé les 100 000 vues quand même, il faut le rappeler avec emphase, c'est l'impact qu'a pu avoir Steve Jobs sur les entrepreneurs de par le monde, et notre meilleur entrepreneur dans la technologie français, Xavier Niel.
Non, mais bien sûr. Faire des heureux en disant ça. Hein? Faire des heureux en disant ça. Bah, c'est vrai. Écoute, il a fait passer la France de l'âge de pierre à peu près dans les télécoms à l'ère moderne, avec Free, en 10 ans. Mais c'est marrant comment il a repris les codes. Alors pour l'instant il s'entraîne, il fera mieux la prochaine fois, mais les codes de Steve Jobs, donc présentation du patron sur scène, tu vois maintenant Steve s'était fait faire par Issey Miyake, vous savez le col roulé noir, il avait pris 100 exemplaires. Xavier Niel aujourd'hui a toujours la même chemise blanche, on lui a posé la question en off, quel que soit. Et puis il l'a montré à la caméra. Il l'a montré à la caméra, mais c'est pour qu'il soit immédiatement reconnaissable à chaque fois. La présentation avec les slides, avec le petit one more thing à la fin, etc. Moi je trouve ça vraiment étonnant. Et puis avec son humour habituel, Xavier dit, quand on lui a demandé si il avait copié Apple, il dit comment ça, moi copié Apple? Mais non, c'est Apple qui m'a copié. Alors, c'est le moment tant attendu de cette émission. On a essayé de buzzer un maximum autour de ça. C'est les filles et on refait le Mac. Alors, vous savez, pour nous, c'est un peu un fil rouge tout au long des émissions, d'une émission à l'autre. Dès qu'on a un petit moment, on discute entre nous comment ça va, où tu en es avec un tel, etc., etc. Bref, on parle souvent de filles. Et donc, il a fallu que notre monteur coupe énormément. Et puis là, donc, il a essayé de faire une sorte de making-of de tout ce qu'on n'avait pas le droit de dire à l'antenne. Donc, les grands, éloignez les enfants du poste. On regarde les images. Faites-moi rire un peu. Faites-moi éviter. Tu veux que je te raconte Shakira au Energy Music Awards? C'était bien. Hein. Waouh. Vas-y, raconte. Elle était là? Ah bah non seulement elle était là, mais nous on était 7e rang, machin, super de la mort, et elle était là. Enfin, j'aurais pu la toucher, j'allais dire comme je te touche, mais non. Mais alors, comment elle est en vrai? Je sais pas ce qui se passe à côté, mais il y a quelqu'un qui a perdu son pucelage apparemment. Voilà, Rodrigo m'a brisé le cœur la semaine dernière, mais bon, voilà. Bon. Et vous pouvez demander à la jeune fille qui est sous la table de sortir aussi, s'il vous plaît. Ah, j'ai vu ton ami tout à l'heure. Bon, arrêtez. C'est sérieux 5 minutes. Si tu veux, j'ai une vidéo qui me semble pas trop trouvable. Alors, en tous les cas, je ne l'ai pas trouvée en public. Bon, moi, je l'ai parce que... Ouais, la sextape. Fallait éteindre Runkeeper ou Fitbit avant de passer sous la couette. J'ai pas dit ça, moi. On le sent étrangement motivé, Cédric, en ce moment, c'est bizarre. Hein. Écoute, j'ai envoyé un SMS parce que oui, j'avais oublié, mais les courbatures, c'est 48 heures après, en fait. Donc mais voilà. Clairement. Voilà, et donc Choupette me dit, faut pas que ça entame ta motivation. Je lui dis, écoute, là, en ce moment, en termes de motivation, si tu veux, mais je le ferai avec une jambe de bois, je crois. Oh. Et moi, je suis en traction avant, alors que toi, t'es complètement motivé par autre chose. Traction arrière. C'est une propulsion en ce moment, Cédric. Une news de Choupinette là depuis une heure? Excusez-moi. Non. Je vous ai tous prévenus. L'amitié a des limites. À un moment, il faut on va sortir celle-là, tiens. Non, mais ce que je veux dire, c'est non. Alors, let me rephrase that. Okay. À un moment. Faut avoir un sens des priorités dans le bon sens. Fanny, je veux pas dire, mais je crois que tu fais un effet terrible, Olivier. Génial. À moins que ce soit Julien. Plus souvent. T'as plus ta moustache, Cédric, c'est normal? Mais ça peut s'arranger, tu sais, pour toi, Fanny, tout est possible. Hop là. Ben, moi, j'ai pris un café avec elle. Et voilà, elle m'a dit c'est quand tu veux. Ouais, mais de près, elle est moins bien qu'en photo. Hein. Ah bon? Oh. Excusez-moi. Je suis un diesel, vous savez, je suis un diesel, je suis comme ça. Hein. Avec les filles, c'est pas comme ça. Ouais, t'es très rapide. Putain, il y a une espèce de jeu d'ombre sur mon décolleté qui est complètement surréaliste. Je sais pas comment t'as goupillé ça, on dirait que je fais un 95D. Ah mais tu vois, j'ai des cheveux complètement coincés dans le truc là. Bonjour. Vas-y, mets tes cheveux normalement. Hop là. Voilà. Attends. Hop, voilà. Ah bah c'est parfait, c'est superbe. Alors. Bah c'est à toi maintenant, c'est moi Stéphanie. qui commence. D'accord. Tu veux que je vienne? On refait le Mac.
Tu veux que je vienne, Stéphanie, ou ça va aller? Non, a priori, je pense que je vais réussir à gérer. On C'est juste ton casque. calme, Frigara, on se calme. Oh putain, tu sais que c'est balèze, hein. Vous faites ça toutes les semaines, franchement, vous êtes chiés. Alors, avec cette... Alors, méfiez-vous, Yves, il y a une personne qui vous surveille derrière. Geneviève, sors du cadre. Cache-toi. Assieds-toi ou sors du cadre. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire l'émission du 1er avril, même si tout le monde ne l'a pas compris, et d'équiper Stéphanie avec le micro, ce fut un grand moment. Bref, autre moment que vous n'avez pas vu dans Refait le Mac, c'est toutes mes plantades, toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Je suis un grand spécialiste du savonnage en différé. Et alors ça, c'est pas moi qui l'ai préparé, hein. Je découvre en même temps que vous. C'est François Bontemps qui a fait encore une fois ce montage. Il a appelé ça, comment il appelait ça? Les frigarades, ça fait plaisir. On regarde les images. Pitié, soyez indulgents. La main devant la bouche. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Pourquoi le meilleur? Le meilleur du meilleur. Alors, messieurs, c'est une Motherfucker. Bon, bref. Non. Alors, on refait la Mac. Le podcast. Mais ce soir, c'est assez. J'avoue que je les cumule. Ouais. Mais je suis vicié là. 1, 2. Voilà, c'est parfait. C'est 2 trous de beauté. C'est grave, docteur. Rodrigo? On vous tweetera, on vous préviendra sur le site, par SMS, tout ce que vous voulez, si on est en direct ou pas. Bah oui. On va les appeler tous individuellement. Alors là, et là, je lance mon crâne. Démarrer. Voilà, en tout cas, et après tu la diras après si tu veux. Enfin, 1, 3, 2, 1. Allez, on regarde la caméra, on fait l'aime à la caméra. Voilà, on tortille des fesses. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira. Attends, je réduis mon image parce que je vois pas Cédric. Voilà. Il a tellement maigri. Alors. Là, j'ai perdu mon oreillette. Voilà, on remonte les lunettes. On fait le beau. Là. J'arrive pas à bloquer le... On va y arriver. Hein. Oh, j'ai ma braguette ouverte. Vous êtes... mon image est à... C'est terrible. Mais t'es belle quand même. Tu trouves, chérie? Ouais. Très bien. Avec... Ouais. Messieurs, on va passer à vos questions Twitter. Enfin, aux questions Twitter des lecteurs, bien sûr. Des lecteurs. Putain, j'ai du ventre, les gars, j'ai du ventre. Eh bien, on va faire les jeux vidéo, mais je sais pas comment on va se trouver là. Bon. Ouais, c'est un métier, hein. Ouais. Rodrigo revient. Oui. Il a laissé tomber. D'habitude, on est beaucoup mieux organisé, hein, je tiens à le dire. Alors messieurs, dites-moi, est-ce que j'ai progressé entre la première et la 100e? Est-ce que je suis toujours aussi speed? Et au-delà, est-ce que je savonne toujours autant? Ce qui fait peur, c'est que tu prépares les émissions maintenant. Mais... Oui. Avant aussi, je préparais, attends. Mais bon. Là, j'ai l'impression que les chromosomes Y chez toi, ils sont à fond. Hein. Disons que mon statut Facebook a évolué entre la première et la dernière émission, voilà, c'est ça. Bref, alors messieurs, je vous propose qu'on passe aux questions Twitter, et je vous rassure, les questions Twitter sont toujours sous le signe de la bonne humeur, et n'oubliez pas le concours pour gagner la robe de chez Busy. Les questions Twitter. Alors, première question Twitter, question d'Anquetil, est-ce que Rodrigo picole vraiment en direct? Re-question, dit Dai Jeannot, oui Jeannot, combien de verres boit Rodrigo pendant un enregistrement de Refait le Mac? Ah bah c'est simple, il suffit de lancer les images. Avec comme invité cette... Non mais si tu me déconcentres, j'y arriverai pas, Rodrigo. Quelqu'un boit. Ouais. Voilà. Rodrigo, on est là pour faire un podcast.
Rodrigo. Ici, Rodrigo. Là, Rodrigo. Je m'endors. Ouais, je m'endors. C'est moche, ce que tu fais, Olivier. Moi, pour avoir enregistré un On refait le Mac dans la cuisine de Rodrigo, on boit pas énormément, mais on boit bien. C'est un Macaulay. Non, mais regardez, je suis à l'eau là. l'eau. Ça va pas durer. Non, mais il y a des soirs, c'est avec désespoir. On attend le Corse pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Ouais. Au bout d'un moment, je me fais chier. Quand même, je suis prêt, j'ai rien à faire devant mon écran en attendant qu'il arrive. Et donc, malheureusement, juste là, vous voyez pas le bout de mon doigt, mais juste là, il y a mon bar. Et je ne bois mais jamais seul chez moi. Jamais. Je me sers jamais un truc à boire tout seul, jamais. Sauf devant vous, qu'on refait le Mac, parce qu'il y a des copains bien, qui sont Rodrigo, là. tu n'es pas seul. Non, mais si vous comptez vraiment, j'ai dû picoler, aller sur 10 ou 15 épisodes. En général, du whisky, d'ailleurs, j'ai fini toutes mes bouteilles. Non, peut-être plus d'épisodes alors. Avec modération. Et une seule fois, je crois, avec du vin, parce que j'avais plus de whisky, et voilà, et j'ai fait les courses tout à l'heure, donc j'ai à nouveau. Bon, 1 ou 2 fois avec de l'eau de Cologne, parce qu'il y avait plus de vin, mais... Oh non. D'accord, 90. Bref, question de Culture Mac. Quel modèle de Mac utilisez-vous durant les enregistrements, Cédric? Un MacBook Air dernière generation, Core i7 avec plein de mémoire et un SSD. Et ça le fait grave de grave, quoi. Sauf qu'on aurait aimé une webcam HD pour un modèle vraiment haut de gamme. Et avec le prix qui va avec. Non, on s'est pas fait avoir. On l'a acheté en connaissance de cause. Mais c'est la seule chose pour laquelle j'aimerais bien une upgrade. Mais vu ce que j'ai payé pour cette machine, on va attendre un peu. Monsieur X, quelle machine utilisez-vous? Moi, MacBook Pro, j'y suis abonné pour la vie. Quand on a goûté, c'est pour la vie, le MacBook Pro. Voilà, et c'est un modèle récent, novembre 2011. Dépêche-toi, parce que je suis pas sûr que ça dure très longtemps encore. Mais bon. Avec un Core i7 dedans, 2.4 GHz, et puis 8 Go de mémoire. Ça permet de continuer à faire d'autres petites choses en parallèle. Voilà, mais moi j'en ai jamais assez. Si je pouvais avoir une carte graphique encore un peu plus puissante, un peu plus de stockage, je prends quand même. Rodrigo, tu utilises quoi, toi? Moi j'ai un Mac Pro. Vous savez, ces trucs de tour qui n'ont pas été adoptés depuis très longtemps. J'ai la première version. Quand vous faites le About sur la pomme, c'est le Mac Pro 1,1. C'est sorti en août 2006. Je l'ai depuis janvier 2007, donc ça fait plus de 5 ans. En revanche, il est un petit peu tuné. J'ai 2 écrans 24 pouces dessus en DVI de chez Dell, parce qu'ils étaient meilleurs à l'époque que chez Apple. Et moins cher. Et beaucoup moins cher. Nettement moins cher, ouais. Mais vraiment meilleurs. Je vais vous raconter sur ce que je boot juste après. À l'intérieur, j'ai 4 fois. Pas trop long non plus, Rodrigo. Attends, à l'intérieur, j'ai 4 fois 2 Tera, donc j'ai 8 Tera, montré en striping, donc RAID 0, donc ça me fait 8 Tera suffit, que j'ai découpé en 2 partitions. Là, Rodrigo va décrire sa config, je vous dis même pas. Non, mais en 2 partitions, la partition externe des disques, donc les 500 mégas x 4, donc 2 Tera, c'est pour les photos, ça va super vite. J'ai fait les tests de vitesse, c'est 5 fois plus vite que le disque tout seul. Et en interne, c'est pour le reste, 6 Tera. Le tout est sur un boîtier externe RAID 5. Pour la sauvegarde Time Machine, où j'ai 4 x 3 Tera, donc j'ai 12 Tera, donc 9 Tera utiles en Time Machine. Et dessus, j'ai une toute petite partition de boot. Tout ça pour refaire le Mac? J'ai beaucoup de photos en fait. Et après, j'ai une tonne de vieux disques de l'époque qui me servent à faire plein de tests dans tous les sens. Enfin, le truc le plus important, Olivier, ça reste qu'au fur et à mesure dont on refait le Mac, on est passé de iChat, parce qu'on se disait on va tout faire avec des outils Apple, à Skype, parce que ça marchait aussi sur les PC, et puis c'était à peu près stable par rapport à iChat. Et maintenant, on est sous Google Hangout, et ça marche quand même bien, et on n'a pas besoin de trop de puissance. J'espère seulement qu'au numéro 200, on refait le Mac depuis des iPhones ou des Galaxy de chez Samsung ou des iPads. On n'en est pas loin. Il me semble quand même qu'une fois Cédric était au Japon, il a eu une coupure j'allais dire de courant, mais de Wi-Fi, et qu'il a fait un bout dont refait le Mac sur Skype depuis un téléphone Android. C'était un grand moment. On avait fait un truc comme ça. Ouais. Puis un jour, j'ai eu plus de Wi-Fi à la maison, plus de Freebox qui avait un peu fumé. Et j'ai mis mon téléphone en 3G en mode esclave. Et c'était remarquable, ça marchait tout pareil. Donc, mais je sais pas si c'était la supériorité du réseau que j'utilise ou juste parce que ou juste que Hangout est ton réseau, je n'ai rien à citer. C'est la ligne que me prête mon employeur.
ou le fait que Hangout marche bien, même avec des débits un peu fluctuants. Enfin, en tout cas, Google Hangout, c'est remarquable. Alors, moi, ce qui me concerne, c'est un MacBook Air comme Cédric Core i7. Ça a vraiment changé ma vie parce qu'avant, j'avais un MacBook Pro qui arrêtait pas de planter, il avait que des soucis. Bref, passons. Et ça nous a fait faire des sacrés cabrioles pour vous livrer Refait le Mac chaque semaine parce que des fois, il fallait chercher le fichier alors que l'ordinateur était planté. Bref, c'était horrible. Et moi, mon pire souvenir d'émission, c'était. Souviens-toi, Cédric, tu étais à San Francisco pour le lancement de l'iPhone 4. C'est qu'à la fin de l'enregistrement de l'émission, on était en duplex, donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas la refaire, cette émission. Je stoppe l'enregistrement et là, mon ordinateur fait un kernel panique et plus d'enregistrement. Alors, si vous allez voir cette émission, c'est le lancement de l'iPhone 4. Tout est bidonné. On peut le dire là, avec presque 2 ans de retard. C'est-à-dire que chaque fois que j'interviens, en fait, j'ai redit ce que j'avais dit dans les conditions de direct et ça a été un travail de tout refaire, sachant qu'à l'époque, je montais l'émission, mais aujourd'hui, ça fait partie des bons souvenirs. Mais toi, Olivier, en termes de matériel, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est pas tant le Mac qui est important, c'est surtout tes costards, tes cravates et les 15 minutes de brushing que tu passes avant l'émission. Voilà. Mais non, mais arrête, c'est pas vrai. Question suivante, question de Paolo Vincent. Combien de temps de préparation et de mise en place avant l'enregistrement? Elle est sérieuse ta question, de l'ordre. En fait, la mise en place, c'est on se présente devant la webcam à l'heure où a dit Olivier, puis on attend Olivier. C'est ça, c'est le temps de mise en place. Voilà. Il y a quand même une préparation, Cédric. De préparation, disons qu'en 100 numéros. Alors les vrais podcasteurs professionnels, ils te font des Google Docs partagés où ils t'envoient les liens des trucs dans un. Bon, ça c'est le tour de chauffe d'Olivier qui te raconte ce qu'on va faire au début du podcast. Non mais je vous le fais pas parce qu'après, comme vous savez le déroulé, il n'y a plus de surprise. Mais pour vous montrer que c'est vraiment bricolé, voyez, je vous fais un petit panoramique. Je sais pas si vous voyez les lumières. Range ta chambre. La partie de la rédaction. La partie de la rédaction d'Acriette. C'est un peu le bordel. On fait ce qu'on peut. Voyez, hop là, voilà. Voilà, ça marche comme ça. Voilà, c'est pour tout à l'heure, mon cher. Voilà, presque terminé. Dernière question, non pas dernière question, question de Foxity78 qui va être content, Rodrigo, elle est pour toi. Qu'y a-t-il en haut à droite de l'écran de Rodrigo, puisqu'il regarde souvent cet endroit-là quand il parle? J'ai 2 écrans et ma webcam Logitech est branchée sur l'écran de gauche. Donc c'est là, je vous regarde là. Donc sur cette fenêtre-là, j'ai Google Hangout. Et sur l'autre, j'ai Twitter avec un programme qui s'appelle Ecophone. Donc voilà, je regarde Twitter en même temps que je vous parle quand Olivier est un peu trop long. Non, en fait, comme il prépare pas souvent les émissions, ils vont vite sur Internet pour essayer de trouver des réponses à leur interrogation. Question de Laurent Doucet. Sur quel numéro avez-vous eu le plus de retours, positifs comme négatifs, le plus téléchargé? Merci à Cédric, Rodrigo et Monsieur X. Et moi, je compte pas. Mais non, chouchou, tu comptes pas. Alors, le numéro le plus vu historiquement, messieurs. Introduction de Free Mobile. Oui, c'est le numéro avec Xavier Niel. Le plus vu en différé. On a dépassé en tout plus de 100 000 connexions entre les différentes plateformes. Le plus téléchargé sur iTunes. Et oui, on était en tête sur iTunes devant Laurent Gérard et Nicolas Canteloup. C'est un événement. Sinon, bien sûr, le plus vu de tous, c'est le direct qu'on a commis, c'est bien le mot, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, lors du lancement du nouvel iPad en mars dernier, où on a essayé de joindre l'événement. Cédric, où là, on était près de 200 000 de mémoire, si je me... Ouais, près de 200 000 à suivre. Vous étiez près de 200 000 à nous suivre, 200 000 à suivre sur Dailymotion en direct. Merci à vous. On essaiera d'en commettre d'autres, j'espère avec plus de bonheur. Et enfin, dernière question pour clore cette émission. Combien vous a-t-on proposé pour divulguer l'identité de Monsieur X? Mais pas assez encore, pas assez cher encore. Donc à votre banqueur, monsieur, dame, Monsieur X est toujours crypté, le restera tant que j'aurai pas suffisamment d'argent. Ce message s'adresse aussi à Apple, si vous voulez que je le dénonce, il va falloir raquer. D'ailleurs, on va mettre un bouton Donate PayPal sur le site. Ce message en fait il s'adresse surtout à ceux qui savent qui est Monsieur X, parce que c'est un vrai faux secret. Enfin, je veux dire, voilà. Les gens chez Apple savent qui c'est, son employeur c'est voilà, tout ça, etc. Il y a intérêt. C'est pas tant du secret qu'une discrétion de bonne loi. Et donc voilà, c'est pas un secret, donc ça sert à rien d'essayer de l'éventer. Et le prochain que je chope en train d'essayer de modifier ma notice Wikipédia, je vais passer au travers de son câble ADSL et je vais lui mettre un coup de boule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Ça c'est dit. Et dernière chose, un grand merci à vous messieurs, Cédric, Rodrigo, Monsieur Is qui depuis 2 ans me supporte chaque semaine. Ouais, mais quand tu fais le calcul, regarde, attends, 100 émissions fois ce qu'on est payé à chaque fois, ça fait 0. Donc si tu veux, c'est de bon cœur. Bah écoute, on va essayer de se rattraper tout à l'heure.
si tu veux. C'est pour la Exactement. troisième notre mi-temps petit dans plus Refait le Mac. caritatif à nous, Exactement. quoi. Non, Je sens mais, que tous mes chakras écoutez. s'ouvrent toutes les semaines. Le meilleur pour la fin, le concours pour remporter cette robe Be Easy. Il y en a 5 à gagner pour protéger un MacBook Air 13,3 pouces. Combien de verres consomme Rodrigo dans la petite séquence qu'on vous a diffusée tout à l'heure? Combien de verres consomme avec modération Rodrigo dans la petite séquence vidéo qu'on vous a diffusée tout à l'heure? Vous répondez bien sûr par Twitter avec l'hashtag question au RLM, l'hashtag question au RLM. La 101e, 102e, 103e, 104e et 105e bonne réponse remporte cette magnifique housse offert par Be Easy. Voilà, merci messieurs donc d'être aussi fidèles, moi ça me fait plaisir, je vous aime, voilà, merci à vous et merci à vous derrière votre écran de nous suivre chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux. On se retrouve la semaine prochaine. Un dernier mot à Cédric, qu'est-ce qu'il y aura au sommaire du prochain numéro de Plein Écran sur Cette semaine, alors c'est compliqué parce que quand ce podcast va sortir, Plein Écran sera presque à l'antenne, c'est-à-dire 14h10 samedi sur LCI, puis rediffusé. Faut vite aller zapper sur LCI, ouais. Mais ça va dépendre de l'actualité immédiate, donc de deux choses l'une. Soit demain, je suis à Londres pour le lancement du Galaxy S3 et c'est monstrueux et on en fait une émission, soit j'ai autre chose en réserve. Voilà, on fait pas les choses juste parce qu'elles se passent, mais il faut que ce soit vraiment intéressant. Mais honnêtement, j'attends pas mal du Galaxy S3, donc ce sera de toute façon, à mon avis, au sommaire. Vous retrouvez Monsieur X dans sa cuisine chaque semaine, alias True Mr. X sur Twitter, et enfin Rodrigo dans son salon, @Rodrigo. Voilà, et quant à je voudrais juste vous lire un tweet à l'instant qui vient d'arriver de Philariose. Déception intense, moi je tablais sur 10-15 coups de cœur minimum pour la 100e. Bad trip sur ce coup-là. Et ben moi je dis, tant que j'aurai pas 10 000 followers, je ne fais plus de coups de cœur. Ce garçon est fou. Voilà messieurs, en attendant, ce qui vous concerne, vous, ce qui nous regardez sur internet, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine et je vous dis au revoir.